Tu veux te spécialiser dans les locks fines? Bienvenue sur Mona Lisa Locks and Business. Nous, on a lancé notre propre marque de locks fines, Mona Lisa Locks, pensée pour les femmes afro-caribéennes et leur texture. Et aujourd'hui, on te partage tout ce qu'on aurait aimé savoir dès le départ pour que tu gagnes du temps, de l'argent et que tu deviennes une opticienne spécialisée dans les locks fines qui travaille excellemment et qui vend vraiment. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est en pleine période de feu. On est à notre pic d'activité, on est en août. Et en fait, on avait déjà analysé depuis plusieurs années avec Lisa que souvent la période de juillet-août, c'était le moment où on avait beaucoup plus de demandes d'installation, sans pouvoir expliquer pourquoi. Mais comme on n'avait pas forcément d'organisation particulière pour cette période-là, du coup, on n'a jamais réellement été confronté à cette augmentation massive. Parce que souvent, moi, je partais avec mes enfants, Lisa partait à Barbade pour le carnaval, et cette année, eh bien, aucune d'entre nous n'est partie. Ce qui fait qu'on a été toutes les deux présentes pour, comment dirais-je, pas assumer, mais être présentes pour les demandes d'installation. Il faut savoir qu'on ne va pas faire d'installation si toutes les deux on n'est pas disponibles. On ne fera pas d'installation seule, ça ne nous intéresse pas. Donc même s'il y avait des demandes et que j'étais présente mais pas Lisa, je n'allais pas les faire. Et vice versa pour elle. C'est vraiment pour notre confort de travail, on ne fera pas d'installation seule. Et là, cette année, on était toutes les deux présentes. Et c'était d'ailleurs en sachant cela qu'on avait aussi débuté notre campagne de recrutement de modèles. Même si la majorité des installations qu'on a fait là, ce n'étaient pas des modèles en soi. Tout ça pour dire que là, on a géré de plein fouet toutes ces demandes d'installation qu'habituellement, on doit refuser ou reporter. Et quand je dis gérer de plein fouet, c'est vraiment ça parce que ça nous a épuisés, ça nous a mis sur les rotules. Pour te donner un exemple, celui du mois de juillet, pendant 3 semaines, quasiment tous les jours du mardi au dimanche, on était en installation. On enchaînait les installations comme ça, on n'a pas pu prendre le repos qu'on prend habituellement pour pouvoir gérer les demandes, simplement. Et on a vraiment essayé de savoir pourquoi cette période de juillet-août était souvent cette période où on avait plus de demandes d'installation, plus de prestations. L'une des explications qui nous est venue en tête, c'est que probablement les femmes ont plus de temps et elles ont plus de budget, elles ont plus de latitude pour pouvoir s'organiser pour faire une installation. Il y a aussi le schéma de celles qui viennent en vacances en Martinique et qui veulent se faire coiffer chez elles, en Martinique, dans un cadre ouvert sur la nature, et souvent parce qu'elles nous suivent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qu'elles attendent, elles veulent vraiment que ce soit nous qui fassions leur installation. Alors, dans cet épisode, je vais t'expliquer comment nous on fait pour gérer, en tout cas comment on a fait pour gérer cette fois-ci toutes ces installations. Et je suis persuadée que c'est un process qui sera amélioré. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà comment on a géré. Déjà, on a dû aménager nos horaires de travail, c'est-à-dire qu'on ne bossait pas toute la journée en continu, on bossait de 6h à midi, quand on a notre pic d'énergie pour pouvoir bosser. Pourquoi? Parce que ça nous permettait, en théorie, de pouvoir bosser sur d'autres choses l'après-midi. Donc, ça permettait à Lisa de gérer des resserrages l'après-midi. Et à moi, ça me permettait de gérer tout ce qui était marketing, financier, administratif, tout ça. En théorie, c'est ça. C'est comme ça que ça devait se passer. Sauf qu'en vrai, quand je rentrais après une installation, mais j'étais KO, j'étais épuisée. Tout ce que je voulais faire, et d'ailleurs la seule chose que je faisais, c'était prendre une douche, manger et aller dormir. Et si vraiment la fatigue me le permettait, du coup, je pouvais, en me réveillant, travailler sur autre chose, tout en sachant que le lendemain, on devait recommencer et repartir sur une autre journée exténuante qui débutait à 6h du matin. Donc, la première semaine, quand j'ai compris que ce ne serait pas possible de tenir ce rythme-là, parce que j'essayais quand même de continuer les publications sur Instagram, j'essayais d'avancer sur des projets qui sont vraiment importants pour nous et qui doivent, un lancement qui doit se faire en septembre. Donc, c'est vraiment une période où, normalement, il y a du boulot à faire, mais je n'y arrivais pas. C'était vraiment trop compliqué pour mon cerveau qui était à bout de souffle. Ça faisait partie de ces moments où mon esprit ne pouvait simplement pas réfléchir. Du coup, je me suis concentrée sur des tâches qui étaient à faire, mais qui ne nécessitaient pas une réflexion ou une analyse particulière. Par exemple, des réglages techniques, envoyer des confirmations ou transférer des documents, gérer des situations qui ne
qui sont faciles, qui étaient à faire, mais comme je me concentrais sur les tâches qui apportaient réellement de la valeur ajoutée, qui étaient urgentes, je ne m'attelais pas à faire ces choses-là. Donc là, c'était vraiment l'occasion. Ça me donnait cette sensation de travailler, d'avancer, même si c'était pas sur des tâches majeures, mais c'était quand même des tâches à faire. Donc ça apaisait mon sentiment de culpabilité quand je sortais d'une installation en me disant je n'ai pas travaillé sur de gros projets qui sont vraiment importants pour nous, même si en soi, les installations font partie de mon travail. Mais c'est vrai que je vois plus ça comme une partie plutôt plaisir, même si c'est fatigant, mais c'est plutôt plaisir et c'est plutôt relaxant parce que ça me demande moins d'efforts intellectuels que si jamais je travaille sur une stratégie marketing ou sur une structuration financière, par exemple. L'autre chose que j'ai dû faire, c'est de déléguer pour pouvoir réussir à avancer quand même sur ces projets sans que ce soit moi qui prenne de mon énergie pour le faire. Donc, et ça, c'était vraiment les jours où je n'avais aucune capacité, ni physique, ni mentale, de réfléchir à quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Donc, je déléguais. Je faisais le tri sur ce sur quoi on devait absolument avancer. Je donnais les directives à mon assistante et elle avançait sur le fond, elle préparait la forme, elle exécutait les choses qui étaient dans ses compétences. Et comme ça, moi, quand je revenais, peut-être le lendemain ou 2 jours plus tard, j'étais juste là pour relire, ajuster, modifier, valider. Et ça me donnait cette sensation que même si ce n'était pas mon énergie, ma réflexion à moi qui me faisait avancer dessus, on avançait quand même. Ce qui fait qu'au lieu de partir d'une page blanche, étant donné qu'elle avait déjà travaillé sur par exemple, un calendrier éditorial, moi, j'avais juste à ajuster, à peaufiner, à le mettre plus à notre sauce pour que ça nous ressemble vraiment. Donc, ça aussi, ça m'a permis de survivre à cette période intense sans pour autant bâcler tous nos grands objectifs. L'autre chose que j'ai dû faire et ça m'a demandé une certaine organisation, mais c'était vraiment primordial, c'est de prioriser tout ce qui était repos, hydratation et alimentation. Il faut vraiment qu'on en parle parce que si je savais que si je mangeais mal, si je ne dormais pas, si je ne m'écoutais pas, mon carburant ne me permettrait pas d'assurer les engagements d'installation qu'on avait pris. Et c'était quoi? Dormir, avoir une alimentation qui soit équilibrée, donc qui m'apporte de l'énergie et des vitamines, et surtout suffisamment d'eau. J'ai arrêté de croire que j'étais une machine et que je pouvais porter mon business, mes enfants, mes royales, mes projets, si je n'avais pas d'essence dans le moteur. Et vraiment, l'alimentation, c'est une valeur très forte pour moi. Une alimentation saine et équilibrée, c'est déjà important dans ma vie au quotidien, mais encore plus quand il y a des périodes de charbon comme ça. Alors, pour revenir à ce pic d'activité, pourquoi ça en est un? Quand on y a réfléchi, on s'est demandé, alors jusqu'à maintenant, on ne saurait pas pourquoi l'expliquer parce que normalement, dans le secteur de la coiffure, les pics d'activité, c'est plutôt en décembre, juste avant les fêtes de fin d'année. Tout le monde veut se coiffer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette situation avec nos royales parce que leurs rendez-vous sont fixés à l'avance, parce qu'il y a un certain rythme, c'est toutes les 3 semaines. Et souvent, ce rythme-là arrive en début de mois. C'est rare qu'on ait... je dirais pas que c'est rare, on n'a quasiment aucun rendez-vous la semaine de Noël ou la semaine du 31. Si vraiment ça arrive, c'est que Noël a eu des empêchements et du coup on a dû les replacer ailleurs. Mais ça n'arrive quasiment jamais, vraiment. Donc on s'est demandé si... Alors on sait qu'il y a celles qui viennent en vacances et qui veulent se faire coiffer en Martinique par nous. Du coup c'est le moment de l'année où elles, et ouais, les autres femmes aussi, elles se posent, elles arrivent à enlever la tête du guidon et elles prennent du recul sur leur quotidien, sur les choses sur lesquelles elles voudraient qu'il y ait du changement. Donc, souvent, elles veulent reprendre le contrôle sur leur image, sur leur charge mentale capillaire, et elles veulent débuter septembre dans d'autres dispositions. Elles veulent être libres sans avoir à réfléchir à comment elles veulent se coiffer. Et souvent, l'été, c'est un déclencheur chez elles. Ça avait été confirmé par une étude que je lisais sur la psychologie comportementale qui disait que les périodes de pause favorisaient la prise de décision à long terme. Et c'est exactement ce qu'on observe. C'est-à-dire que nos royales, elles sont en congé, elles ont plus de recul sur leur quotidien, et elles se disent, OK, je ne veux plus vivre ça en septembre, je veux que ma vie change. Et si ça doit changer en septembre, ça veut dire qu'il faut que je le fasse maintenant. Il faut qu'il y ait un début maintenant. Donc, ce n'est pas un achat compulsif qu'elles font parce que c'est une décision qui est réfléchie et qui est planifiée. Et du coup, à nous de répondre présente pour ça.
En tout cas, l'été, ça leur permet de réfléchir davantage. Elles n'ont pas besoin de courir le matin, l'après-midi pour aller récupérer et déposer les enfants à l'école. Elles ont moins de pression sociale sur l'apparence capillaire. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent, ben, je fais mon installation maintenant, comme ça au moins, je serai pin-up pour septembre quand je vais reprendre le boulot. Mais aussi, elles ont moins d'obligations formelles, moins de réunions, moins de repas de famille, moins d'événements auxquels elles doivent assister. Donc, oui, elles osent le changement en été et elles savent, en tout cas, elles pensent qu'il faudra quelques semaines pour que leur tête prenne forme, pour s'habituer, pour s'aimer à nous avec leur Mona Lisa Locks, et elles anticipent un septembre où elles seraient différentes. Il y a aussi le facteur des revenus, c'est-à-dire que ouais, c'était une enquête sur l'INSEE que je lisais qui disait que les mois de juin à août sont en fait des mois où les foyers français dépensent plus pour leur plaisir personnel, pour leur loisir personnel, et pas seulement pour les enfants ou pour la maison. Parce qu'il y a des primes qui ont été versées, il y a des remboursements d'impôts, il y a des budgets vacances qui ont été prévus, et du coup, ça semble normal dans cette période-là de se faire plaisir parce que normalement, on a planifié ça et on sait qu'il y aura plus de dépenses en juillet. Donc, c'est vraiment juste comme ça, juste l'explication que pour l'instant, on a réussi à donner. C'est-à-dire qu'en juillet-août, les femmes ont plus tendance à prendre du recul sur leur quotidien, sur ce qu'elles veulent, à planifier comme la suite de leur année, ou plutôt le début, si on considère que septembre, c'est un nouveau début d'année. Et elles ont souvent plus de latitude en matière de leurs finances pour pouvoir prendre des décisions qui ne portent que sur elles. Alors que en ce qui concerne décembre, on a moins d'installations parce que du coup, il y a la course aux cadeaux, il y a les dépenses qui sont à faire pour les enfants, pour la famille. Il y a des coiffures de circonstances qu'on veut, donc on se dit que ce n'est pas le moment de faire une installation de locks parce qu'il faut avoir l'air joli pour Noël et le 31. Et ça part vraiment d'une croyance que au début, quand tu fais ton installation de locks, il y a une période tête en chien. Et pour l'avoir vécu avec mes locks d'avant, quand j'avais des locks qui étaient de taille normale, je l'ai vécu cette période tête en chien, même si je ne l'avais pas anticipé. Mais souvent, en juillet-août, c'est un facteur qui leur fait leur dire, bon, si potentiellement j'ai cette phase-là, ben j'aurai au moins ces 2 mois pour pouvoir être présentable ensuite en septembre. Mais par contre, du coup, en décembre, elles se disent, non, comme il y a Noël et Jour de l'An qui arrivent, je ne veux pas avoir cette période de tête en chien sur ces 2 événements-là. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est la bonne explication et peut-être qu'au fur et à mesure des années où on sera présente pour ces pics d'activité, ben, on va affiner notre analyse, mais pour l'instant, c'est celle qui nous est venue en tête et c'est comme ça qu'on a choisi de gérer les choses. Si je devais te conseiller quelque chose à partir de notre expérience, ce serait du coup d'anticiper, de prévoir vraiment. Alors, on a déjà des créneaux dédiés aux installations, mais il faudra en prévoir un peu plus pour la période de juillet-août. Du coup, il te faudra aussi ajuster ton planning de resserrage pour ça, parce que nos rendez-vous de resserrage ne sont pas affectés par les rendez-vous d'installation. En tout cas, on essaie de faire en sorte que ça ne le soit pas. Et on priorise vraiment notre bien-être. Donc, ce n'est pas le moment où on va sortir, on va aller au restaurant, on va aller danser. Non, ce qui nous importe, c'est de manger correctement, de dormir et d'être en forme pour le lendemain, pour pouvoir passer cette période, pour pouvoir en sortir sans être sur les rotules. Donc, priorise ton bien-être, essaie d'organiser ton agenda en fonction. Et si tu as la possibilité de déléguer, fais-le au maximum. Et surtout, ne fais pas comme nous, ne mets pas un gros projet important en septembre, anticipe, mets-le soit avant, soit après. Mais ouais, si on avait fait les choses différemment, je pense que septembre, ça aurait été une période de congé pour nous. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu ou si ça t'a fait réfléchir, alors abonne-toi à Mona Lisa Locks & Business. Et si tu veux nous aider à faire rayonner cette vision de stream, laisse-nous 5 étoiles et un avis. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour nous, ça change tout. Et ça permet à d'autres femmes comme toi de découvrir ce podcast. Je te dis à bientôt. On se retrouve dans le prochain épisode.